Ouais, je vais faire très attention. C'est juste pour vous le montrer, je ne vais pas le dérouler. Ouais. Mais vous voyez ? Au cœur des archives départementales dorment des trésors inestimables. Des documents vieux de plusieurs centaines d'années qui témoignent de l'histoire de nos territoires. Un savoir qui se chiffre aujourd'hui en kilomètres tant la collection est importante. C'est des très gros volumes que nous trouvons ici aux archives départementales. Les archives mesurent en kilomètres, donc si on met bout à bout nos rayonnages, on a 23 kilomètres. Alors ça ne parle peut-être pas, mais ça représente 320 000 cartons d'archives différents. Donc, vous voyez, c'est déjà une très 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 grosse bibliothèque, 300 000 ouvrages différents. Et à l'intérieur de ces boîtes, il y a en réalité plusieurs dossiers. Et à l'intérieur de ces dossiers, beaucoup de documents dont nous avons peut-être, même si personne n'a jamais vraiment mesuré, mais c'est une estimation, entre 800 millions et peut-être jusqu'à 1 milliard de documents à l'unité, si on prend la définition classique d'un document, c'est-à-dire une feuille de papier, comme une lettre par exemple. À la disposition du grand public, la plupart de ces documents ne sont toutefois pas encore tout à fait répertoriés. Il faut dire qu'il s'agit là d'un travail de plusieurs vies, juste pour le seul département de Savoie. Alors tout n'est pas inventorié malheureusement parce que des volumes pareils, ça demande évidemment des volumes considérables d'inventaire. En général, les codes d'archives sont identifiés, donc les cartons sont identifiés, mais ce qu'il y a à l'intérieur des cartons, eh bien, c'est justement tout le plaisir de la découverte pour les chercheurs, parce que même nous, archivistes, nous ne savons pas forcément le contenu exact de ce qu'il y a dans les cartons que nous mettons à leur disposition. Gestionnaire de ces parts de notre histoire, le service des archives départementales veille bien sûr à la préservation de ces pièces uniques, mais aussi à la sécurité de ces savoirs qui intéresseraient plus d'un collectionneur. Acte de donation à l'abbaye de Saint-Mexan, par Renaud de Lusignan de plusieurs cerfs et cerves, vers 1027-1029. C'est vrai qu'on essaye d'estampiller au maximum les documents d'archives pour éviter notamment les vols en salle de lecture. Parce qu'un document comme ça qui serait dérobé et qu'une personne souhaiterait mettre en vente par exemple sur internet, avec le tampon, c'est impossible. Ça ne pourra jamais être vendu. Un système qui a fait ses preuves et qui permet donc aujourd'hui aux plus curieux de partir à la recherche de notre histoire, et ce, depuis le Xe siècle. En effet, le plus vieux document entreposé ici est l'ordonnance de Rodolphe III de Bourgogne, par laquelle l'archevêque de Tarentaise est fait compte, un document datant de l'an 996. L'arrivée de 2 lionceaux au zoo de Saint-Martin-la-Plaine. Les animaux âgés de seulement 4 semaines pour l'un et 2 mois pour l'autre ont été saisis à des trafiquants d'animaux et confiés ici à l'association de Pierre Tivillon. Les autorités connaissent notre existence parce que depuis 10 ans, nous répondons favorablement à leurs demandes. Et mercredi passé, on nous a contactés pour nous dire voilà, on est en train de saisir un petit lion sur Paris, est-ce que vous pouvez le prendre ? Oui, nous pouvons le prendre. 2 heures après, nous avons reçu un autre appel, ça venait de Marseille. Les douanes venaient de saisir un petit lion chez des particuliers et nous sommes allés aussi le chercher. Le plus jeune des 2 lionceaux est arrivé ici dans un état de santé très dégradé. Un animal très gonflé, qui a un mauvais poil, qui a une mauvaise respiration, tout. Donc là, nous le mettons dans ce local en quarantaine pour pas qu'il ait de contact avec d'autres animaux. Et apparemment, ça va mieux, on va toucher du bois. Et quand il ira mieux, eh bien, nous essaierons de mettre avec le petit copain que nous avons en bas et voir s'ils peuvent arriver à s'accorder tous les deux et former une famille pour ne pas s'ennuyer. Ici, les soigneurs sont aux petits soins et nourrissent les animaux au biberon. Les 3 heures, on leur donne un biberon. On revient la nuit vers les 1h du matin pour donner un biberon à la petite lionne car elle en a vraiment besoin. Le refuge de Saint-Martin-la-Plaine a recueilli près de 300 animaux en 10 ans, notamment sauvés des trafiquants, comme ces 2 lionceaux. Voilà ce qu'il reste du centre médico-chirurgical des Petites Roches, le dernier vestige des sanatoriums de Saint-Hilaire-du-Touvet. 15 000 m² de plancher à déconstruire et plusieurs milliers de mètres cubes de gravats à trier. Le grand bras est en train de démolir tout ce qui est des structures hautes. On enlève tout ce qui est le béton dessous pour ne pas mélanger les bétons et le bois. Donc une fois qu'on a accès à la toiture, avec le bélier on passe par-dessous et on le fait basculer sur l'extérieur. Après on a une pelle qui intervient, qui a une pince de tri et elle va venir trier le bois. Et cette pelle-là qui vient, elle, broyer les fers à béton pour enlever
tout ce qui est le béton autour, pour ne pas laisser de ferraille dans les bétons. Construit dans les années 20, les sanatoriums de Saint-Hilaire-du-Touvet, devenus centres de soins et de rééducation, ont accueilli des malades jusqu'au début des années 2000. Pillés, squattés, ils étaient devenus une verrue dans le paysage du plateau des Petites Roches. Les ruines permettaient de garder le souvenir de ces établissements, mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas vocation à garder de tels bâtiments dans l'état dans lequel ils étaient. On ne va pas dire qu'on attend ça depuis longtemps, mais je dirais presque. Après une phase de curage et de désamiantage, la déconstruction a pu être lancée fin 2017. Un chantier colossal de 34 bâtiments sur un site de 40 hectares. Coût de l'opération, 13,7 millions d'euros. Le financement de ce chantier, effectivement, est très clairement hors budget de ce qu'aurait pu faire la commune, voire même les établissements eux-mêmes. Donc effectivement, c'est l'État qui a repris à sa charge, via le fonds Barnier, la démolition de ces établissements. On est associé un peu aux décisions sur le retour à la nature de ce site. D'ici 2019 et la fin officielle du chantier, le site aura retrouvé sa configuration naturelle d'origine. Des arbres seront replantés. Quelques vestiges des sanatoriums devraient être mis en valeur sur le site. Un souhait des habitants pour ne pas oublier un patrimoine qui aura fait la renommée du plateau pendant presque 100 ans. On commence, tapis. Et en fait, ça va raconter la journée de ces pêcheurs. Donc on commence dès leur réveil jusqu'à leur coucher. Laver les cochons, arroser son jardin. Aujourd'hui, tout est possible grâce à ces écrans. Nouveau passe-temps des enfants. On a toujours l'image de la tablette un peu qui coupe du monde, alors qu'en fait, là, on est bien placé pour voir que en fait, ça peut réunir aussi les gens. Ces ateliers, destinés aux enfants, mais surtout aux parents, propose différents jeux adaptés au plus jeune âge. C'est difficile, moi je trouve, de trouver des applications sur la PP Store qui leur conviennent. En fait, il faut en télécharger un tas pour trouver une application qui peut être intéressante pour elles. Donc c'est assez sympa, je trouve, de participer. Voilà, ça donne des idées. Ouais. Là, il faut mettre le bol avec le chat. Et le geste vient assez naturellement. Ils sont beaucoup plus performants que nous et qu'ils n'hésitent pas à appuyer n'importe où, à toucher. Et ils sont très intuitifs et ils arrivent bien à trouver. Et vous, les carottes? Il faut la chercher. Des jeux d'observation, de dessin ou même d'apprentissage de la musique. Tu peux appuyer sur tout, sur celle que tu veux. Mais attention quand même, ça reste des écrans. À consommer donc avec modération. Il faut un accompagnement. Il ne s'agit pas de laisser le gamin dans son lit avec une tablette à faire ce qu'il veut. Il faut que ça rentre dans un contexte quand même d'accompagnement, que les parents soient présents et puis contrôlent la durée de consultation de la tablette. Pas plus de 30 minutes par jour, ce qui est souvent la durée d'une partie. Le but, se doter d'outils pour vivre avec son temps, sans game over pour les enfants. Ils sont selliers depuis 1850 à l'occasion du Salon du Cheval Equita. Gros plan sur la sellerie familiale Ronzon à Saint-Symphorien-sur-Coise. Ici, on travaille à l'ancienne le beau cuir et le vrai feutre de laine. Nos techniques de fabrication n'ont pas trop évolué sur le matériel, je dirais, standard et classique, genre les cols anciens. On utilise toujours des fils de lin et nos outils anciens nous servent parce que ce sont des vieilles machines, par exemple, qui sont capables de coudre des cuirs très épais. Les cuirs cousus ici sont choisis avec soin, pas question de les importer d'Asie. Les cuirs sont peu nourris ou mal nourris. Donc à la sortie, on a un produit qui est beaucoup moins moelleux, nourri, résistant qu'un cuir français. La sellerie Ronzon s'est spécialisée aujourd'hui dans le matériel de randonnée ou l'équitation western. La selle Camargue, par exemple, on la fabrique depuis plus de 40 ans. On la fait toujours de la même façon pour qu'elle dure plus de 40 ans encore. Il y a des gens qui se plaignent qu'elles sont trop raides, trop dures et tout ça, mais ils ne sont plus habitués à casser une selle. Une selle, il faut la casser, il faut prendre le temps, sinon elle s'use beaucoup plus vite. La sellerie expose au Salon du Cheval Equita qui se tient à Eurexpo du 31 octobre au 4 novembre.
La reconversion après une carrière sportive, qui plus est brillante, n'est jamais chose simple. Loïs Habert et Marie Dorin ont fait le choix de rester au contact du sport, de leur sport. Accompagné par leur ami le fondeur Robin Duvillard, le couple de biathlètes a décidé d'ouvrir un complexe d'hôtellerie tourné vers la performance sportive et la nature. The Camp, c'est son nom, est situé à Corançon au pied des greens de golf, mais surtout à seulement quelques mètres des pistes de ski nordique, du pas de tir de biathlon et des divers chemins où courir et faire du vélo. Les ambitions, elles sont pas très compliquées, hein, c'est juste que personne ne reparte d'ici déçu. Donc voilà, à nous de mettre la prestation et tout en respectant nos valeurs, tout simplement. Donc ils sont autour du sport, du partage, de l'environnement et du respect de la nature, voilà, de pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Leurs premiers clients, les porteurs de projets, les connaissent très bien. L'équipe de France de biathlon a profité d'une partie des 48 couchages haut de gamme de l'infrastructure, de la salle de sport, mais aussi du bain froid, le tout pour favoriser la récupération. Ça fait plaisir de pouvoir accueillir les anciens collègues, comme si de rien n'était, sauf que cette fois-ci, on sert des cafés et on leur fait les chambres. Mais c'était un beau défi et c'est chouette. Et puis, ils sont contents pour l'instant. Enfin, on n'a que des bons retours. Alors peut-être que c'est qu'à nous, mais pour l'instant, on a de très bons retours, donc ça fait plaisir. Et puis, on espère que c'est le début d'une autre aventure. Cette deuxième vie, les anciens sportifs la partageront avec des futurs clients avides de sport, mais aussi des simples amateurs de nature. Pour une nuit en chambre double, comptez minimum 85 €.